C'est cette mort omniprésente, permanente, qui est vraiment la toile de fond de Gaza. Il n'y a plus aucun objectif militaire digne de ce nom. C'est une guerre en roue libre et la vie est un combat pour la survie, pour la quête de l'eau, de la nourriture, pour maintenir l'espoir intact. J'ai compris que Gaza pouvait être le laboratoire d'un monde abandonné au Trump et au Poutine, au Netanyahou et au Hamas, un monde sans règles, sans Nations Unies, construit sur la démolition systématique de tous les principes de droit forgés depuis la Deuxième Guerre mondiale pour justement éviter la répétition de telles barbaries. Pourquoi consacrer une série entière à Gaza quand la guerre menée par Israël dure depuis 1 an et 8 mois? D'abord en représailles contre les attentats terroristes du Hamas, puis aujourd'hui contre la population presque sans distinction. Nous lui avons consacré plusieurs émissions, mais alors que le monde semble sortir aujourd'hui d'une certaine réserve ou d'un certain déni, il faut donner plus de place aux voix de Gaza, aux visages, aux faits accablants. Regarder Gaza en face, c'est ce que nous nous attacherons à faire toute la semaine, en commençant par un entretien avec l'historien Jean-Pierre Filu, qui avait besoin de voir Gaza pour que ces mots retrouvent leur sens dans cette réalité-là, pendant que d'autres, si loin, préfèrent s'enivrer de leur surenchère dans un sens ou dans l'autre, ou s'écharper pour des mots, manier le dictionnaire plutôt que d'écouter et d'entendre. Je n'ai même pas 12 ans et j'ai été témoin de plusieurs guerres. Il y a 2 mois, l'ennemi israélien a fermé les points de passage vers Gaza et a interdit l'entrée de nourriture et de médicaments. Et maintenant, nous souffrons de la faim. Je veux juste nourrir mes enfants. Ils sont affamés. Regardez cette farine. Elle est mélangée avec du sable. Ayez pitié de nous. Vous nous affamez. Vous êtes ignobles. Jusqu'à quand? Son père est allé chercher de la nourriture pour lui. Pourquoi l'ont-ils tué? Pourquoi nous disent-ils d'aller chercher de la nourriture? Pourquoi nous promettent-ils de l'aide? Les gens y vont et ensuite ils les tuent. Redécouvrir Gaza dans la nuit de la guerre est déjà troublant, mais ce sont des zones ravagées qui émergent de l'ombre à mesure de l'avancée du convoi. Un paysage dantesque dont seul se distinguent des éclats vite engloutis par l'épaisse noirceur, une litanie de ruines plus ou moins amassées, plus ou moins effondrées qui défilent sans trêve jusqu'à acquérir la consistance d'une séquence continue d'épouvante. Quand Jean-Pierre Filu, auteur de ces lignes, entre à Gaza de nuit et d'abord à pied avec une vingtaine d'humanitaires, il ne reconnaît rien de l'enclave palestinienne qu'il a pourtant plusieurs fois arpentée, une mer de tentes, les ruines, les champs, les corps. Depuis 1 an et 8 mois à Gaza, tout ce qui abrite la vie est voué à la destruction, à coups de bombes, de missiles, mais aussi de blocus, de postes de contrôle, de découpage administratif en zones toujours plus incongrues, toujours plus réduites, toujours plus morcelées et toujours plus interdites. Une ingénierie du déplacement forcé qui ballotte les civils de zones dites humanitaires en camp de fortune, de distribution d'aide alimentaire en puits creusés dans l'urgence. Une course à la survie dont vous témoignez aujourd'hui. Jean-Pierre Filu, bonjour. Bonjour Julie Gacon. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de ce que vous racontez dans votre livre, Un historien à Gaza, dont l'intégralité des droits sont reversés à Médecins sans frontières, où vous reconstituez l'engrenage infernal de la déchéance d'une population coincée entre l'armée israélienne et les hommes de main du Hamas à Gaza, où même la mort a changé. Écrivez-vous, Jean-Pierre Filu, comment la mort a changé à Gaza? La mort est désormais monstrueuse, totalement imprévisible. Elle peut frapper à tout moment. Et surtout, ce sont les victimes qui ont l'horrible privilège de prendre les décisions qui peuvent conduire à cette mort. Qu'ils restent sur place, qu'ils aillent à droite, qu'ils aillent à gauche. Il y a un côté tellement aléatoire que on ne peut pas vraiment se défendre et surtout on ne peut pas protéger les plus faibles, les femmes et les enfants, les vulnérables, les personnes âgées, les malades. Et c'est cette mort omniprésente, permanente, qui imprègne tout, qui est vraiment la toile de fond de Gaza et qui obsède tout le monde là-bas.
Il n'y a plus de date pour la mort à Gaza, écrivez-vous. Elle peut s'inviter à sa guise dans le calendrier familial, emporter les plus jeunes avant leurs aînés, frapper après un ultimatum ou sans avertissement, sur une route dégagée au milieu d'un marché entre deux tentes à l'entrée d'un corridor, parce qu'on n'a pas pris ce tournant ou parce qu'on l'a pris, parce qu'on est sorti, parce qu'on est resté. On ne peut plus lui accorder non plus de temps à la mort. Non, parce qu'on ne peut pas faire le deuil. La mort, elle submerge, elle ensevelit sous toutes ces pertes. Et moi, j'ai connu une bande de Gaza où la mort avait son temps de deuil, son temps de célébration, son temps de condoléances. Là, c'est une espèce de course à la mort en permanence dans les morgues des hôpitaux que j'ai fréquentés et où s'entassent les corps, où ils doivent aller pour être enregistrés, sinon la mort n'est même pas prise en compte, elle n'est même pas officielle. Et ensuite, on saisit la dépouille dans son linceul et puis on va vite, très vite, vers le premier endroit où on peut l'ensevelir, et là aussi vite, trop vite. Il n'y a plus de silence au passage du défunt, il n'y a plus de silence de toute façon à Gaza. Je ne trouve pas de couche pour lui. On se débrouille avec des bouts de tissu et de plastique. Il n'y a pas de lait maternel non plus. Alors j'essaie de trouver des plantes, des herbes pour me fortifier et continuer à allaiter. Et voilà, un bombardement. C'est proche. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, mais c'est notre vie, ça. C'est notre vie, dit cette femme, mère de plusieurs enfants, dans le reportage qui a été diffusé sur Arte en janvier, Gaza, les enfants de la guerre. C'est notre vie, la mort, qui est aussi dans cette zone dite humanitaire. Jean-Pierre Filus, cette enclave dans l'enclave, au sud-ouest de la bande de Gaza, sur 1/5 de sa superficie. Une zone que vous ne pourrez pas quitter pendant le mois qu'a duré votre séjour, où vous êtes d'abord à Khan Younes, dans une ancienne école de formation professionnelle des Nations Unies, puis à Deir al-Balah, sur une base de l'OMS, donc plus au nord, dans cette zone humanitaire. Vous avez déjà eu l'occasion de raconter, y compris sur France Culture, comment vous êtes, dans la nuit du 19 décembre 2024, entré dans la bande de Gaza à pied, parce que votre autobus organisé par les Nations Unies avait trouvé porte close au poste de Kerem Shalom à l'entrée sud-est du territoire. Vous avez dû, pour entrer, être coordonné, et cette pratique ne date pas du début de cette guerre-là. Jean-Pierre Filus, il me semblait important que vous nous racontiez ce que ça veut dire d'être coordonné pour entrer à Gaza. Oui, tous les hommes, les biens est coordonné avec l'armée israélienne qui exerce de fait, ça a été reconnu par la Cour internationale de justice, un pouvoir de puissance occupante, même depuis son retrait de Gaza en 2005, vu qu'elle contrôle étroitement les frontières terrestres, maritimes et l'espace aérien. Donc on ne peut rentrer à Gaza qu'avec l'aval des autorités israéliennes. Dans mon cas, j'ai même été escorté par une patrouille israélienne de nuit, à pied. Mais on ne peut circuler dans Gaza qu'avec le même feu vert, de même qu'on ne peut loger en espérant ne pas être bombardé que dans des maisons qui sont déconflictées. C'est un anglicisme pour dire que les Israéliens ont promis que sur la base des coordonnées GPS, le lieu ne serait pas touché par leurs frappes. Donc en permanence, on ne peut circuler, bouger, travailler qu'avec l'aval ou au moins l'autorisation tacite des Israéliens. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, quand on est logé dans une zone déconflictée, comme vous dites, qu'on est à l'abri des bombardements, puisque même, et vous citez plusieurs exemples, l'association des journalistes par exemple, qui avait un siège à Gaza, qui avait donné les coordonnées, à moins que ce soit une librairie, mais en tout cas qui avait donné les coordonnées précises GPS de son nouveau local qui a été bombardé. Où qu'on soit aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de ces bombardements. Le lieu où je dormais à la veille de la trêve du 19 janvier, alors que le monde pensait que la bande de Gaza était déjà en cessez-le-feu et qu'au contraire on avait une escalade terrible sur place, cette maison était déconflictée, mais elle a été touchée par un éclat, donc elle n'était pas visée, mais cet éclat aurait pu parfaitement tuer.
En mars dernier, les travailleurs humanitaires qui continuent à travailler sur place tout en sachant ne plus être à l'abri d'un bombardement ou d'un tir, découvraient qu'Israël avait arrêté de mentionner les zones humanitaires sur les cartes. Et ce, depuis la rupture du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Comment se représenter, Jean-Pierre Filu, aujourd'hui, les zones où les civils peuvent encore se déplacer, celles qui leur sont interdites, cette cartographie-là, elle ne cesse d'évoluer, mais il y a quand même des choses qui restent depuis. Certains éléments en sont figés. L'élément figé, enfin pas figé vu qu'il est mouvant, c'est une tendance, c'est que ces espaces dits humanitaires, mais qui ne sont pas épargnés complètement, mais qui sont moins touchés que d'autres, ne cessent de se rétrécir. C'est vraiment une peau de chagrin. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, il y a une carte avant-après pour montrer ce rétrécissement. Et depuis donc la période où je me trouvais, donc ça fait déjà quelques mois, cet espace s'est encore rétréci. Moi, c'était 1/5, c'est-à-dire quelques dizaines de kilomètres carrés. C'est encore moins maintenant. Et c'est toujours en voie de rétraction. On a l'impression que l'armée israélienne refoule, accule en bord de Méditerranée des masses de plus en plus appauvries, déshéritées, affamées. Dans la zone humanitaire où je me trouvais, on avait donc plus d'1 million de personnes, peut-être 1,5 million, avec une densité affolante de plus de 30 000 habitants au kilomètre carré. Et tout cela sans aucun surplomb, sans aucun immeuble à étage. Donc en fait, je circulais vraiment de plein pied dans cette humanité abandonnée, dans cette mer de tentes, dans cette humanité naufragée. L'armée israélienne part aujourd'hui de certaines zones à l'intérieur de la zone humanitaire comme n'étant plus sûre, elle le dit elle-même, comprendre donc qu'elle peut bombarder à tout moment alors que les Palestiniens les pensent protégés. Ils n'ont pas toujours les informations, y compris les abords de ces points de distribution de la fondation humanitaire OPAC dont on parle beaucoup depuis quelques jours, GHF. Est-ce que les associations, les organisations humanitaires avec lesquelles vous avez non pas travaillé, mais avec lesquelles vous êtes entrés, en particulier Médecins sans frontières, en fait c'est vraiment avec MSF que vous êtes entrés, travaillent avec cette fondation? Absolument pas. Il faut comprendre qu'à Gaza, on est dans Orwell, dans ce qu'il y a de pire dans l'inversion du langage. C'est-à-dire que cette fondation dite humanitaire est profondément inhumanitaire. D'ailleurs, je caractérise le conflit en cours comme une guerre inhumanitaire du fait de la banalisation des traitements inhumains infligés à la population et du fait d'une instrumentalisation, militarisation de l'aide humanitaire qui est sans précédent. Donc on fait fi de tous les principes élémentaires, j'insiste, élémentaires du droit humanitaire et du droit de la guerre pour avoir une institution, certes opaque, mais qui est clairement israélo-américaine, vu qu'elle est intégrée au dispositif militaire israélien et protégée par des mercenaires américains de sociétés de sécurité privée, en plus pour un coût exorbitant. La volonté israélienne, soutenue par Donald Trump, est de liquider la présence des Nations Unies à Gaza et d'exclure les organisations humanitaires d'un processus d'assistance très relatif, quand on voit la quantité de morts et la modicité des rations qui ont été données. Au bout de je ne sais pas combien de jours, une dizaine de jours d'opération, ils ont péniblement donné l'équivalent d'un repas par habitant de Gaza. C'est pas comme ça qu'on va sortir de la situation de famine actuelle. Donc GHF, c'est cette fondation dirigée par l'évangélique Johnny Moore, ancien conseiller Donald Trump, qui avait soutenu sa proposition d'expulser les Palestiniens de Gaza pour y lancer des projets immobiliers. Les routes qui mènent vers les points de cette pseudo-fondation humanitaire sont considérées, elles, par l'armée israélienne comme des zones de combat, et de nombreuses vidéos, nombreux témoignages d'humanitaires montrent et expliquent que des Palestiniens qui se rendaient vers les points de distribution d'aide humanitaire se sont fait tuer. À quelle stratégie militaire, cette fois, répond depuis le début ce découpage, redécoupage de la zone humanitaire? Quand on est sur place et quand on est victime, quand on est totalement vulnérable face à l'arbitraire israélien, on peut légitimement s'interroger sur la rationalité militaire de telles opérations, de tels diktats.
J'ai essayé, comme toujours, de mettre de côté mes émotions, ma peur tout à fait justifiée, pour comprendre et comprendre à mon retour en France. J'ai maintenant acquis la conviction catégorique que depuis plus d'1 an, c'est-à-dire depuis qu'en mai 2024, Israël a décidé d'attaquer Rafah, c'est-à-dire précisément cette ville du sud de la bande de Gaza, à la frontière égyptienne, que Joe Biden, sur tous les tons, adjurait Netanyahou d'épargner. Depuis que Netanyahou a fait cette escalade purement politique, purement opportuniste, il n'y a plus aucun objectif militaire digne de ce nom dans la guerre de Gaza. C'est une guerre en roue libre, c'est une guerre pour que Netanyahou s'accroche au pouvoir avec ses alliés suprémacistes. Et Netanyahou a d'ailleurs totalement purgé l'état-major israélien de tous les généraux qui auraient voulu opposer une rationalité militaire à cette espèce d'escalade folle qui est en jeu et qui se traduit par cette banalisation des traitements inhumains infligés à la population. Le corridor de Netzarim, par exemple, ça fait déjà plus d'1 an que celui qui était ministre de la Défense, le général Galland, avait dit à Benyamin Netanyahou: on est allé déjà loin dans le nettoyage, entre guillemets, on peut quitter ce corridor, et Benyamin Netanyahou n'a pas souhaité le faire. Donc, comme vous dites, l'objectif militaire semble s'être éloigné en l'occurrence. La ville de Beit Laïa, au nord de l'enclave, nord de Gaza, est quasiment coupée du monde, comme si elle avait un statut spécial dans les plans de l'armée israélienne. Pourquoi cette ville de Beit Laïa est encore plus coupée que le reste de l'enclave? Il y a un acharnement israélien contre des zones qui sont particulièrement vulnérables, mais ce qu'on voit sur la carte, c'est en fait le recyclage d'un plan qui a un demi-siècle, qui date du début de l'occupation israélienne de Gaza à la fin des années 60, quand une insurrection de basse intensité s'était opposée à la présence israélienne et que Ariel Sharon, à l'époque général, avant de devenir à la fin de sa vie Premier ministre, avait proposé que 5 doigts israéliens littéralement enserrent Gaza et coupent cet espace palestinien en 5 secteurs plus ou moins étanches. C'est pratiquement ce plan qui est à l'œuvre aujourd'hui, mais sans la rationalité d'une puissance occupante qui voulait s'y maintenir, avec une visée purement idéologique et sans doute une recolonisation qu'appellent les alliés suprémacistes de Netanyahou. Et on voit ces différents corridors qui donc vont du territoire israélien vers la Méditerranée et qui tranchent, mais littéralement, d'est en ouest, cet espace qui est pourtant très réduit, 360 km², pour éviter qu'il y ait des circulations de la population palestinienne, qui est donc ballottée. C'était une moyenne de 5 déplacements par foyer quand je m'y trouvais. On est désormais plutôt de l'ordre de 10 déplacements depuis le 7 octobre 2023 et depuis les représailles de l'armée israélienne. Dozens of children are dying of starvation. Des milliers d'enfants meurent de faim. The images of mothers embracing their Les images de mères étreignant les corps immobiles de leurs enfants, caressant leurs cheveux, leur parlant, leur demandant pardon, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone? c'est insupportable. Comment qui que ce soit pourrait-il? This horror. Les larmes de l'ambassadeur de Palestine auprès de l'ONU, Riyad Mansour, au mois de mai dernier. Jean-Pierre Filu, au moment où vous êtes à Gaza, le nombre de camions humanitaires admis chaque jour dans la bande de Gaza est descendu à moins de 40, dont près de la moitié sont pillés. Et il faut raconter les mécanismes précis, alors de la passivité à minima, mais qui va jusqu'à la coopération de l'armée israélienne avec des groupes criminels de Gaza. On disait tout à l'heure au tout début de l'émission, la population de
de Gaza se retrouve coincée entre l'armée israélienne, mais aussi dans une certaine mesure, bien sûr, mais les pillages, également les représailles menées par des militants aujourd'hui du Hamas. Comment d'abord démêler ce qui se passe dans la confusion générale quand des convois d'aide sont attaqués? J'ai pu documenter, parce que ça s'est passé à quelques centaines de mètres de l'endroit où je résidais, où je dormais, 2 pillages de nuit, donc le 22 décembre et le 4 janvier, qui se sont déroulés avec le soutien actif de l'armée israélienne. C'est pas seulement que les pillards étaient informés, armés et encouragés à attaquer ces convois des Nations Unies, c'est que les drones israéliens leur ont apporté un soutien déterminant. Donc on voit que dans cette volonté de disqualifier l'ONU en la présentant comme tenant d'un camp contre un autre, alors qu'elle accomplit ses obligations humanitaires dans le respect justement de l'impartialité qui doit être de mise, eh bien les Israéliens n'hésitent pas à intervenir directement pour permettre le pillage de ces convois. Donc on a l'impression que d'une main, ils laissent très chichement, une quarantaine de camions, c'est 10 fois moins que le minimum pour que Gaza vive décemment. Et de l'autre, on permet les pillages. Donc le jeu à très courte vue de Netanyahou et de son gouvernement, c'est que ces pillards, grâce à la revente de l'aide à prix fort, vont se faire un petit magot, des ressources, et vont pouvoir recruter d'autres miliciens, qui seront tous évidemment des délinquants et des gangsters du même acabit. C'est le seul relais de l'armée israélienne dans la population de Gaza, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est impopulaire, et que cette impopularité, une fois de plus, fait le jeu du Hamas. De même que dès la mi-octobre 2023, je mettais en garde Israël contre une réoccupation terrestre de la bande de Gaza, parce que j'étais convaincu, et ça s'est malheureusement avéré exact, que cela ferait le jeu du Hamas, qui a moins été affaibli par les coups très durs que lui ont porté Israël, que la population qui, elle, est totalement effondrée, abandonnée et en désespoir. Donc une stratégie qui fait le jeu du Hamas alors que initialement elle est prévue pour lui faire contrepoids, donner du poids à ses clans, ces mafias en fait, on en parle de plus en plus ouvertement ainsi, ces grandes familles qui ont fait de l'argent. Yasser Abou Shebab par exemple, membre d'une famille bédouine de Rafah, que l'on trouve aujourd'hui sur toutes les vidéos de ces personnes qui sont censées laisser passer les convois humanitaires avec qu'il aurait pillé il y a quelques jours. Il le dit d'ailleurs, qu'il l'aurait pillé. Vous voulez dire, ils auraient pillé ces camions? Ils auraient pillé les mêmes camions qu'ils laissent passer. Donc c'est très clair. Les Israéliens leur demandent de piller, ils pillent. Les Israéliens leur demandent de garder, ils gardent. Ils s'en cachent pas d'ailleurs. Il dit, on a parfois pris dans les camions, mais jamais de l'aide alimentaire. Ces pillages, ces produits alimentaires, cette eau se retrouve parfois dès le lendemain sur le marché de Mawassi au prix fort. Vous décrivez aussi ces scènes où les bombardements israéliens ont permis à des milliers de délinquants de s'évader des prisons éventrées. Leur brutalité de prédateurs est leur meilleur atout dans l'effondrement de Gaza. Quand ils n'ont pas rejoint un gang plus ou moins constitué, ils maraudent dans les ruines, dépouillant les derniers meubles, les panneaux solaires et les installations domestiques. Il y a même à Der al-Bala un marché des voleurs où on peut s'équiper à moindre prix sans illusion sur l'origine criminelle des produits exposés. On ironise ainsi tristement sur les bonbonnes colorées, ces bonbonnes de gaz repeintes pour effacer le nom du propriétaire qui figurait sur le bleu d'origine. Alors ce sont certes d'anciens délinquants, d'anciens pillards qui aujourd'hui s'occupent de laisser passer les convois humanitaires. Est-ce que factuellement, froidement, Jean-Pierre Philu, la distribution se passe mieux depuis quelques jours, depuis que ce Yasser Abou Shebab est aux commandes? Absolument pas, absolument pas. On est complètement dans une mise en scène, j'insiste, orwellienne, c'est-à-dire que humanitaire veut dire inhumanitaire, paix veut dire guerre, victoire veut dire défaite, et ça n'est possible que parce qu'on a interdit l'accès de la bande de Gaza
à la presse internationale et qu'on passe son temps à disqualifier les témoignages des humanitaires quand on ne leur tire pas dessus, comme c'est le cas de manière de plus en plus fréquente. C'est ce rôle qu'on a donné aux pilleurs, d'anciens voyous, notamment pour contrebalancer le rôle du Hamas et qui finalement, paradoxalement, donne plus de rôle ou le meilleur rôle au Hamas, puisque eux tirent sur ces pilleurs, tirent dans les rotules, ça c'est ce qu'ils font depuis longtemps, les militants du Hamas, mais aussi là d'exécuter ces pilleurs en se donnant le bon rôle, en disant qu'ils protègent la population de Gaza. C'est quelque chose dont on comprend dans votre livre, Jean-Pierre Filu, que vous le déplorez. À part cette question des pillages, comment la guerre renforce le Hamas depuis 1 an et 8 mois? Parce que les Israéliens ont détruit tous les pôles de résistance de la société civile à la domination islamiste. Et ils étaient nombreux, j'ai pu en témoigner depuis des années. En 2010, il y avait eu un manifeste de la jeunesse de Gaza qui dénonçait le cauchemar dans le cauchemar de la domination islamiste dans l'occupation israélienne. Les Israéliens ont détruit les 12 universités, qui étaient quand même des foyers de pensée critique. Ils ont détruit toutes les institutions culturelles, artistiques, qui étaient là aussi très critiques du Hamas. Et ils ont tout simplement liquidé la classe moyenne, qui était vraiment le contrepoids sociologique au gros bras du Hamas. Et à l'intérieur même du Hamas, en liquidant la direction politique et militaire, ils ont favorisé la promotion de ce qui était vraiment les brutes. Hein, Vous écrivez la piétaille. La piétaille. Hein, et sur place, on les appelle les zanzana, les drones. C'est-à-dire qu'on assimile ces gens qui vous rendent quand même la vie impossible aux drones israéliens dont le ronronnement entêtant rend la vie très difficile et parfois les conversations inaudibles dans Gaza. C'est pour dire comment la population de Gaza considère ces nervis du Hamas. Amnesty International accuse aujourd'hui le Hamas de menaces et de harcèlement envers toute personne qui manifesterait des slogans ou brandirait des pancartes pour la paix, mais critiquant aussi les autorités de Gaza, comme on l'a vu d'ailleurs plusieurs fois dans la ville de Beit Laïa, dans le nord de la bande de Gaza, mais aussi à Jabalia ou Khan Younes. Vous parlez donc de cette classe moyenne décimée par les ravages infligés à Gaza, que ce soit les milieux universitaires, artistiques, tous ceux qui nourrissaient une distance critique, voire une contestation multiforme de la domination du Hamas, ces intellectuels qui pour beaucoup se retrouvent à leur tour quand ils n'ont pas été tués, quand ils ne sont pas partis dans les tentes. Que devient Jean-Pierre Filu, l'écrivain Mahmoud Assaf, auteur de nombreux essais qui s'interrogent dans votre livre sur le sort à réserver à l'œuvre de sa vie, une collection de 30 000 ouvrages qu'il a rassemblés dans son domicile de Gaza? Lui a eu relativement la chance que cette collection de livres n'a pas été détruite dans un bombardement. Mais il a dû lui-même, avec sa famille, se déplacer de nombreuses fois, ce qui coûte très cher, parce qu'il faut à chaque fois recommencer à zéro, acheter une tente, acheter de quoi recouvrir le sol, un minimum de meubles, et donc il est ruiné. Et il a eu une proposition d'un boulanger de Gaza d'acheter toute sa collection de dizaines de milliers de livres pour les brûler. Et le boulanger a même saisi l'argument, tu seras utile à ton peuple en lui permettant de se nourrir. À ma connaissance, Mahmoud Assaf continue de refuser de voir ce morceau de la culture palestinienne partir en fumée. Partir en fumée pour faire bouillir de l'eau qui fera à son tour bouillir la marmite. L'eau qui est très polluée, aujourd'hui impropre à la consommation, ce sera l'objet de notre focus tout à l'heure. Lui, Mahmoud Assaf, dit transformer la connaissance en cendre pour survivre à un goût de mort. Puisque je vous demande quelques nouvelles des personnages de votre livre, le médecin d'une association de solidarité australienne, Abdallah Abdallaoui, qui devait passer avec vous en décembre, mais qui a longuement été interrogé puis détenu
détenu. Est-ce qu'il est resté longtemps détenu? Où est-il aujourd'hui? Donc effectivement, nous étions dans le même bus coordonné avec les Israéliens, donc il avait eu le feu vert pour rentrer à Gaza, mais comme son patronyme est gazaoui, ça a dû alerter la sécurité israélienne, d'où cet interrogatoire poussé, et ces 3 semaines, il a été détenu 3 semaines, sans aucune accusation officielle. Il n'a été libéré que par l'intervention conjointe de la Jordanie, dont il est ressortissant, et de l'Organisation mondiale de la santé. Le sort des médecins et des soignants à Gaza, vous en parlez longuement. Visés sont-ils quand Israël accuse leur hôpital de cacher des membres du Hamas? Vous avez d'ailleurs examiné minutieusement toutes les vidéos que fournit l'armée israélienne à l'appui d'allégations aussi graves quand elle en fournit. Ça n'est pas toujours le cas et vous n'êtes jamais convaincu par les arguments donnés quand elle dit cet hôpital devait tomber sous nos bombes ou nous devions l'envahir parce qu'il y avait des militants du Hamas. Regardez, il y avait des armes. Souvent, il y a vraiment des armes derrière les appareils d'IRM, par exemple. Oui. Et alors on se rend compte qu'il y a une part de mise en scène, il y a des vidéos qui ne correspondent pas à ce qui est annoncé, mais surtout l'historien que je suis a lu très attentivement les communiqués israéliens et ce sont toujours les mêmes. On a l'impression d'une propagande qui annonce, qui répète les mêmes éléments de langage, sans en fait aucune confirmation dans la réalité. D'ailleurs, le directeur d'un hôpital qui a été pris d'assaut pendant mon séjour sur place est toujours en détention administrative en Israël sans aucune accusation formelle, alors que la propagande israélienne a déversé sur lui des tombereaux d'insultes sans jamais pouvoir étayer des allégations aussi terribles. Et même quand Israël ne dit pas qu'un hôpital est une cachette du Hamas, des soignants sont tués d'une balle dans la tête. Vous évoquez d'autres personnages que vous rencontrez pour ce livre. Ayla, enfin personne, pas personnage d'ailleurs, Ayla Sarraj, cette femme que son mari journaliste a protégée au péril de sa propre vie en se jetant sur elle lors d'un bombardement. Lui est mort, elle a repris son agence d'information. Il y a aussi le libraire Samir Mansour qui avait installé sa boutique dans le centre de la ville de Gaza, une librairie où il y avait toujours du monde. Vous n'avez pas pu le revoir car vous n'avez pas pu aller à Gaza, mais Gaza, vous l'avez vu dans les yeux de ceux qui rêvent y retourner un jour. Il y a ceux qui l'ont quitté et d'autres qui ne sont jamais partis. Je n'ai pas pensé même un instant à me déplacer du nord de Gaza. Malgré l'atrocité de la guerre, les bombardements et les violentes attaques, je n'ai pas accepté de fuir d'ici. Beaucoup de mes amis dans le sud de Gaza m'ont appelé pour me demander ce que je faisais à Gazaville. Ils m'ont demandé de venir avec ma famille dans le sud pour être sauvé, mais je n'ai pas accepté de partir. Je me suis dit, je préfère mourir chez moi plutôt qu'ailleurs. Au moins, ils trouveront mon corps dans ma maison. Mourir sur sa terre, c'est mieux que l'exode. On regrette déjà d'être parti en 48, alors on ne le refera pas, dit ce vieux pêcheur rencontré par Iyad Alastal, réalisateur de Pour l'honneur de Gaza. Iyad Alastal, on le recevra demain d'ailleurs dans Culture Monde. Lui, ce vieux pêcheur, a décidé de rester, mais beaucoup sont partis. Et ça, c'est ce que l'historien que vous êtes, Jean-Pierre Filu, saisit tout de suite, cette passion du retour qui vibre avec urgence. Avec urgence, et voilà, les Palestiniens, que je connais quand même assez bien, arrivent encore à me surprendre par justement la constance de ces engagements. C'est que dès le 19 janvier, dès la trêve, qui n'a duré que quelques semaines, mais qu'évidemment les habitants de Gaza espéraient plus permanente, dès le début de la trêve, eh bien, le peuple de Gaza s'est mis en marche pour retourner vers sa maison, sur sa terre, planter une tente sur les ruines, planter un drapeau palestinien, essayer de reconstruire ce qui peut l'être. C'était très frappant de voir ces foules en marche. Le Hamas n'a rien à voir dans cela. Il était même débordé par le mouvement. Il a pu, grâce au blackout médiatique, nourrir sa propre propagande mensongère. Mais la population s'était mise en mouvement, dans tous les sens du mot, sans demander l'avis de personne. Et c'était un très, très grand moment d'émotion.
Votre œil aperçoit parfois dans ces moments d'émotion et hors de ces moments-là, puisque la trêve n'a pas duré très longtemps, votre œil aperçoit parfois des petites filles cartable d'eau qui surgissent au fond d'une venelle, un rescapé, la tente fichée au milieu des gravats qui préserve la décence de son abri en vidant un seau de déchets sur le seuil de ce qui lui sert de porte, des charpentiers consciencieux et concentrés qui peaufinent leur ouvrage sous une tente branlante, pendant qu'à 2 pas dans le sable, d'autres sont en train de dépecer des tables ou des chaises pour faire du feu. Alors il s'agit pas d'idéaliser cette résistance au quotidien, mais vous aviez manifestement, Jean-Pierre Filu, envie de dire que la vie est encore là. Ah, la vie est encore là et la vie est un combat. La vie est un combat permanent, combat pour la survie, pour la quête de l'eau, de la nourriture, mais aussi combat pour maintenir l'espoir intact. Et cet espoir, il est très simple. Mener une vie normale, avoir une nuit qui ne serait pas troublée par les drones et les bombardements, pouvoir se recueillir sur la tombe de l'être aimé, pouvoir enfin faire le deuil, car pour l'instant, on se l'interdit. On a une carapace de survie qu'il ne faut pas ébrécher, parce que sinon, on s'écroulerait. Ce sont des choses très simples, qui sont exprimées, et puis évidemment, comme ce sont des femmes et des hommes profondément hospitaliers, profondément accueillants, me faire promettre, me faire jurer que je reviendrai dans la Gaza reconstruite, dans la Gaza apaisée. Ils ont besoin de l'entendre de quelqu'un de l'extérieur, que vous reviendrez. Ils ont souvent besoin, ceux et celles que vous rencontrez, d'avoir l'avis de quelqu'un de l'extérieur. Est-ce que la paix est pour bientôt? Est-ce que la trêve va durer? Oui, il y avait cette idée que l'extérieur est mieux informé, donc il fallait à la fois que je réponde à cette attente ô combien légitime, mais en même temps que je ne nourrisse pas des espérances infondées. Mais il y a aussi l'idée que dans cet effondrement, on a failli à son devoir d'hospitalité, et que donc il faut pouvoir recevoir l'autre, de manière décente, et pas uniquement sous la tente, en partageant les miettes de ce qu'on a pu ramasser jour après jour. Par une espèce de miracle encore et toujours renouvelé, écrivez-vous, ces femmes et ces hommes ont beau être contraints de s'incliner tant de fois, de s'incliner pour pénétrer dans la tente familiale, de s'incliner sous le seau de la toilette du jour, de s'incliner sous le fardeau des quelques biens trimballés au cours d'1, 2, 3, 4, 5 exodes, de s'incliner pour se protéger et protéger les plus faibles lors des pilonnages et des rafales. Eh bien, ces femmes et ces hommes se présentent au monde, matin après matin, le plus soigné possible, digne et droit, courtois et même parfois souriant, comme s'ils émergeaient d'une réalité apaisée et non de l'interminable cauchemar qu'est devenu Gaza. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir du gaz, après avoir passé du temps à cuisiner au bois, et ça a assombri mon visage. Il y a beaucoup de détails comme ça, dont les gens n'ont pas conscience. La guerre est tellement douloureuse. Mais pour retrouver un petit peu de notre humanité, chaque être humain développe ses propres moyens de défense pour lutter contre le découragement. Ainsi, j'ai créé une petite terrasse devant ma tente et le soir, j'écoute de la musique. Parfois, je pleure, mais ça m'aide à me détendre. Ou alors, avec ma fille, on s'occupe de nos corps, on se fait les ongles. Nous essayons de faire des choses que les gens normaux font au quotidien. Ce n'est pas une question d'irréalisme, non. C'est l'attachement à la vie. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء والنجوم قمروا سهروا وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا في الحب سوا والغاوى اغمنه الغاوى
الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا والهوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى صغران الهوى. C'est presque un sacrilège, Jean-Pierre Filu, de couper Kalsoum au bout d'1 minute 30. Ce sont des minutes et des longues minutes que les habitants de Gaza écoutent le soir sur la plage. Oui, tout à fait. Et ce morceau même, je l'ai entendu à Gaza, donc au début de l'année, dans une soirée où il voulait partager un moment, m'offrir un peu de fruits, du thé, des gâteaux. Tout ça était très touchant. Et effectivement, Kalsoum, l'égyptienne, dans Gaza, qui a été longtemps sous administration égyptienne, où l'Égypte, qui est juste à côté, est très proche, surtout par la voix de la plus grande de ces chanteuses. L'astre de l'Orient se lève avec la lune quand il est l'heure d'évoquer le paradis perdu, des chichas en bord de mer et fumer une cigarette, ces cigarettes dont le prix est devenu exorbitant et donne une idée des étapes de la guerre. C'est un chapitre entier que vous consacrez à la question de la cigarette, les volutes. Jean-Pierre Filu, regardez Gaza en face aujourd'hui dans la zone humanitaire, une société en survie. Avec vous, Jean-Pierre Filu, en recherche tous les jours d'un peu d'eau pour subsister, car la guerre a anéanti un cycle de l'eau déjà précaire. France Culture, Culture Monde, Julie Gacon. Avant la guerre contre Gaza, la population de Gaza avait accès à 80 litres d'eau par personne et par jour. À la fin 2024, quand vous êtes sur place, Jean-Pierre Filu, l'approvisionnement est limité à 9 litres, dont seulement 2 potables. Les usines de dessalement, les stations d'épuration sont à l'arrêt faute d'électricité ou de carburant. Et la population a ce terrible choix à faire entre boire de l'eau viciée ou mourir de soif. Bonjour Julie Trottier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire Prodige pour pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique. D'abord, cette eau de Gaza, elle est depuis longtemps déjà une eau salée, impropre à la consommation, une eau chargée en eau de mer qui s'est infiltrée dans les nappes phréatiques. Pourquoi à Gaza en particulier ? Bien parce que dans tous les aquifères côtiers du style de celui de Gaza, de la nature géologique, de celui qu'on a à Gaza, lorsqu'on pompe beaucoup pour irriguer notamment, on peut créer un surpompage, donc une sous-pression dans l'aquifère qui mène à l'infiltration d'eau de mer. Et ça a été le cas depuis très longtemps à Gaza. Mais à Gaza, le problème est compliqué par ailleurs parce qu'on a un courant normal de l'eau souterraine qui vient du sud-est vers la mer. Donc, l'eau sous nos pieds traverse le sable et s'achemine vers la mer. Et c'est une zone extrêmement agricole qu'on va trouver au sud-est de Gaza, qui utilise des intrants chimiques. Il faut savoir qu'il y a 122 composants chimiques qui sont autorisés dans l'agriculture là-bas, qui sont totalement interdits dans l'Union européenne. Donc, on a des effluents agricoles très, très contaminés en intrants chimiques qui pénètrent le sol, qui vont s'écouler ensuite avec l'écoulement naturel de l'eau sous terre vers la mer et qui traverse Gaza. Donc, on a l'eau salée de la mer qui arrive du nord-ouest et l'eau chargée d'intrants qui arrivent du sud-est. Des intrants chimiques qui sont donc utilisés plutôt par les kibbutzim israéliens voisins qui recourent donc à ces types d'engrais et produits chimiques interdits sur le sol européen. De l'eau de mer qui est aussi souillée par les eaux usées relâchées dans la Méditerranée. Il n'y a plus de stations d'épuration qui fonctionnent correctement aujourd'hui ? Ah non, plus aucune station d'épuration n'a fonctionné à partir du moment où elle n'avait plus d'électricité. Parce que cette situation qu'on décrit, c'était déjà le cas bien avant le conflit de 2023. Simplement, la différence, c'est qu'on pompait de l'eau saumâtre. On a plus de 4000 puits agricoles dans la bande de Gaza. On a beaucoup de puits destinés à la consommation domestique, mais on traitait cette eau saumâtre par osmose inverse. Et pourquoi cette eau saumâtre? Parce que comme elle est moins chargée en sel que l'eau de mer, ça prend une pression moindre par osmose inverse pour la traiter. Et donc, c'était moins cher, ça demandait moins d'électricité.
Et en fait, le gros problème qu'on a depuis octobre 2023, c'est qu'il n'y a plus d'électricité pour traiter l'eau, Alors, pour la pomper et la traiter. avant la guerre, déjà, 13% de l'eau était fournie par 3 pipelines de la Société nationale israélienne Mekorot. Il n'y en a plus qu'un de fonctionnel depuis. Le reste provient à 7% des 3 usines de désalinisation et à 80% de ces puits dont vous nous parlez, puits publics ou privés, près de 4000 puits artisanaux à Gaza. Beaucoup ont été détruits, beaucoup ont été creusés depuis le début de la guerre, de nouveaux puits. Oui, c'est très facile de creuser un puits dans un sol sablonneux. Le problème, c'est que là, vous y avez une eau qui est non seulement porteuse de sel, de contaminants chimiques, mais aussi, comme vous l'avez mentionné, de contaminants biologiques, puisqu'il n'y a plus aucune station d'épuration qui fonctionne depuis qu'on a coupé l'électricité au début, en octobre 2023. Et donc, cette eau est totalement impropre à la consommation. Donc, trouver de l'eau, on peut lorsqu'on creuse un puits soi-même, mais cette eau, vous pouvez la faire bouillir et donc tuer les contaminants biologiques, mais vous intoxiquez à cause des contaminants chimiques et du sel. Ce qui crée des problèmes de reins, de dents, et encore faut-il avoir du bois de toute façon pour faire bouillir cette eau. Les nouveaux puits creusés depuis le début de la guerre, ils doivent fonctionner avec des panneaux solaires, avec des pompes. Comment les Gazaouis, les Palestiniens de Gaza qui ont creusé des puits, comment les font-ils fonctionner? Ah, ça, les panneaux solaires, c'est très précieux. Par exemple, la station d'épuration Engest, qui avait été construite grâce à des financements de l'Union européenne et de la France notamment, était accompagnée de tout un champ de panneaux solaires qui fournissaient un tiers de l'électricité dont elle avait besoin. Dès le début des bombardements en octobre 2023, ces panneaux solaires ont disparu. Pas parce qu'ils ont été ciblés par des bombardements, mais parce que les gens sont venus les démonter pour équiper les puits, justement pour pomper l'eau, mais aussi pour la traiter, pour la rendre potable. Et c'était l'urgence. Et évidemment, les panneaux solaires sont souvent situés sur le toit des bâtiments, donc ils sont les premières cibles lors des bombardements. Donc on n'a pas pu faire entrer de panneaux solaires dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. Ce n'est pas un équipement qui est permis à l'entrée. Donc, tout panneau solaire qui est détruit est un panneau de perdu et l'apport en électricité est d'autant diminué. Ils ont aussi des générateurs, mais pour faire fonctionner les générateurs, on doit avoir du carburant. Or, ça manque pour l'instant. Et l'armée israélienne a une liste très restrictive des biens dits à double usage pour faire entrer sur le territoire de Gaza du matériel qui pourrait servir notamment pour ces puits, pour les faire fonctionner, mais qui sont parfois considérés comme des armes de guerre. C'est le cas aussi de beaucoup de matériel des hôpitaux. Peut-être une dernière question, Julie Trottier. Les bombardements ont aussi endommagé le système du tout à l'égout. À la moindre averse, tout ressort et les eaux usées se mêlent à l'eau de surface. C'est comme ça que des maladies qui avaient disparu, comme la polio, ressurgissent. Tout à fait. Et c'est particulièrement préoccupant, la polio, parce qu'on n'a plus accès aux vaccinations maintenant. Alors, on avait une couverture de vaccination qui était très, très bonne avant octobre 2023. Et maintenant, on a une grande proportion des enfants qui ne sont pas vaccinés. Et effectivement, la polio est une maladie hydrique qui a maintenant fait de gros, gros dégâts parce que littéralement, on patauge dans des eaux usées non traitées. Merci beaucoup Julie Trottier d'avoir été avec nous. Vous en parlez, Jean-Pierre Filut, de cette campagne de vaccination, alors dont la première phase s'est plutôt bien déroulée, la deuxième pas du tout, et en fait plein d'enfants n'y ont pas eu accès. Oui, et on a effectivement cette menace de la polio, mais aussi de toute une série d'autres maladies, rougeole, coqueluche, méningite, pour lesquelles la couverture vaccinale était auparavant universelle. Et puis, il y a cette absence d'hygiène. Au tout début de cette émission, on parlait des couches, la question des serviettes, des protections hygiéniques pour les femmes. Du savon. Donc la gale, les maladies de peau se sont répandues de manière terrible. C'est vraiment la liste des plaies qui se sont abattues sur la population de Gaza donne littéralement le vertige.
Quels éléments tangibles permettent de dire aujourd'hui, à l'instar d'ONG comme Oxfam ou Human Rights Watch, qu'Israël utilise l'eau comme arme de guerre? Effectivement, ils ont porté des accusations très graves. Moi, ce que je sais, comme j'étais intégré à Médecins sans frontières, c'est que, loin de se contenter de leurs activités bien connues, hein, dans les hôpitaux installés ou de campagne, MSF prend en charge l'approvisionnement en eau potable, pratiquement 20% pour la population de Gaza, parce que c'est la clé de toute forme de prévention de ces maladies qui font des ravages dans la population. On estime que le nombre de morts induites par les hostilités du fait des maladies, des épidémies, de la faim, du manque d'accès aux soins est équivalent au nombre de morts directes, qui est aujourd'hui, je le rappelle, et c'est un chiffre minimal, de 54 000, plus de 54 000 morts et plus de 16 000 enfants, soit l'équivalent pour la population française d'1 700 000 morts et d'un demi-million d'enfants. Donc on pourrait doubler ce chiffre, qui est déjà atroce, du fait des morts indirectes. En quoi ce qui se passe à Gaza avait, a et aura une valeur universelle, comme vous l'écrivez dans votre livre? Sur place, j'ai compris, je ne m'en rendais pas compte, que Gaza pouvait être le laboratoire d'un monde abandonné au Trump et au Poutine, au Netanyahou et au Hamas, un monde sans règles, un monde sans Nations Unies, un monde construit sur la démolition systématique de tous les principes de droit hérités forgés depuis la Deuxième Guerre mondiale pour justement éviter la répétition de telles barbaries. Et ce monde-là, c'est pas une dystopie, c'est une réalité. Il faut vraiment, et je salue le titre de votre série, le regarder en face, parce que ça n'est pas que Gaza, ça n'est pas une guerre moyen-orientale de plus. Cela pourrait être un des avenirs de notre monde, et cela fait vraiment froid dans le dos, en plus de toute la détresse que l'on ressent face à ces femmes, ces hommes et ces enfants abandonnés. Or, l'historien sait aussi comment les opinions s'accommodent progressivement des conflits qui s'installent dans la durée. Alors que faire? Eh bien justement, sortir de cette torpeur, de cette impuissance, savoir qu'on peut, qu'on doit faire quelque chose pour que cette horreur cesse, et on doit le faire évidemment par solidarité élémentaire avec les femmes et les hommes de Gaza, mais aussi, et j'y insiste, parce que Gaza est un laboratoire de ce que notre monde pourrait devenir en termes d'inhumanité, d'inhumanitaire, systématique et systématisé. Est-ce qu'il est prévu que votre livre paraisse en hébreu, soit traduit en hébreu? Je le souhaite vivement. J'ai déjà beaucoup de contacts, de sollicitations avec des Israéliens, des journalistes israéliens. J'interviens régulièrement dans la presse israélienne et dans les universités israéliennes. Mais je crois que ce témoignage devrait être lu dans toute sa simplicité, toute sa sincérité par un public israélien en hébreu. Merci beaucoup, Jean-Pierre Filu, un historien à Gaza. Votre livre a paru aux éditions Les Arènes. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris et je vous remercie beaucoup d'être venu pour ouvrir cette série sur Gaza. Merci.